Bonjour, voilà, écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo que je voulais préparer depuis un petit moment, où j'explique un peu ma version du régime cétogène, donc surtout pourquoi, voilà, qu'est-ce qui m'a poussé véritablement à y arriver. Donc là je vais expliquer un peu le concept d'insuline, je vais expliquer un peu le concept d'insulinorésistance, et puis parler de ce qui est, on va dire, à l'origine véritable du régime cétogène. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de minimiser la quantité de sucre qu'on consomme pour que notre corps puisse aussi bien puiser dans le gras qu'on a, voilà, et puis par ailleurs également notre corps puisse trouver l'énergie nécessaire dans le gras qu'on consomme. Donc on remplace le sucre par le gras. Voilà. Eh bien, écoutez, on va rentrer dans le vif de la présentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au quotidien, notre énergie provient du glucose que nous consommons, voilà, à chaque fois que nous mangeons. Le glucose ensuite va circuler dans le sang, stimuler le pancréas qui va créer de l'insuline pour aider le sucre à passer vers les cellules. Alors, donc, l'insuline, justement, est une hormone générée par le pancréas pour normaliser le taux de sucre dans notre sang lorsque nous consommons plus de sucre que nos besoins quotidiens. Alors, lorsque nos cellules n'assimilent plus l'insuline générée par le pancréas, on devient insulino-résistant. Donc l'insulinorésistance est une diminution de la réponse cellulaire et tissulaire à l'insuline générée par le pancréas. Voilà. Donc cette insuline qui est générée, qui n'est plus acceptée par les cellules, va se transformer en graisse dans le corps. Voilà. Et donc justement, ce qui va se passer, c'est que nous allons parler de cette insulinorésistance et que je vais vous décrire en 7 étapes. Alors, voyons donc l'insulinorésistance en 7 étapes. Donc la première étape, tout simplement, c'est lorsqu'on prend un repas, on fait un repas, notre pancréas va produire de l'insuline. Alors ce repas-là, s'il contient trop de sucre, évidemment le pancréas va avoir besoin de produire de l'insuline pour permettre justement à nos cellules de pouvoir s'adapter et de réguler la quantité de sucre que nous avons dans le sang. Ensuite, l'étape suivante, donc ce qui se passe quand on est insulino-résistant, c'est le simple fait que nos cellules n'arrivent plus à accepter, n'arrivent plus à ingérer l'insuline émise par le pancréas. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec un excès de sucre dans le sang. Alors, ce sucre va être stocké ensuite dans notre corps sous forme de graisse. Voilà, et donc c'est là qu'on se retrouve avec un peu d'embonpoint, on est un peu plus rond, etc. Et en fait, tout simplement, on est en insulino-résistance. Et ensuite, cette insulino-résistance va entraîner un certain nombre de symptômes que nous allons observer et que je vais également expliquer par ailleurs. Voilà. Mais ce principe-là de l'insulino-résistance est extrêmement important parce qu'il faut comprendre que même quand vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez également être insulino-résistant. Et l'insulino-résistance précède l'état de diabète de type 2. Voilà. Alors, donc nous allons passer à l'étape suivante où justement nous allons commencer à parler des symptômes courants de l'insulino-résistance. Alors, parlons donc des symptômes courants de l'insulino-résistance. Le premier symptôme, c'est lorsqu'on est en prédiabète. Donc là, ça veut dire qu'on a un niveau donc on a une glycémie à jeun qui se situe entre 1,10 g par litre et 1,25 g par litre. Au-delà, on est en situation de diabète de type 2. Et donc, ce niveau de prédiabète est quelque chose qui doit être évalué donc, à travers des analyses de sang. Voilà. Ensuite, les autres symptômes les plus courants, on a l'obésité, la surcharge pondérale, voilà, l'augmentation de la sensation de soif et de faim, la sensation de sommeil environ 2-3 heures après les repas, ça peut être même moins que ça. Okay. Donc il faut savoir que tous ces symptômes-là ne sont pas évidemment, ils ne sont pas
Là, il ne s'agit pas d'une liste restrictive. Il peut y avoir également d'autres symptômes que vous pouvez trouver par ailleurs, etc. Donc, il faut savoir que la seule manière incontestable d'être sûr qu'on est en situation de prédiabète, eh bien, c'est de faire un test de glycémie à jeun et de se faire suivre par un médecin qui va vous confirmer. Donc généralement, lorsque vous avez les analyses, vous regardez les analyses, vous voyez les taux, vous voyez si vous êtes dans la norme ou si vous n'êtes pas dans la norme, vous le savez assez rapidement. Et en ce qui me concerne personnellement, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais en situation de prédiabète. Voilà. Voilà, alors donc là pour rajouter par rapport à ce que je disais, donc attention, la détection d'un état d'insulinorésistance ne peut se révéler que par des analyses sanguines et confirmées par un médecin. Voilà. Les symptômes seuls ne suffisent pas, hein. C'est comme si je vous disais que vous aviez un rhume et que parce que vous aviez un rhume, vous aviez le Covid. Voilà, ben, vous me direz, ben non, ça peut être un symptôme, comme ça peut ne pas être un symptôme. Ça ne veut rien dire. Si vous prenez les symptômes de manière isolée, vous ne pouvez pas arriver à la conclusion que vous êtes en insulinorésistance. Voilà. Ok, donc nous allons passer ensuite à l'étape suivante, où nous allons parler plutôt des risques. Alors l'insulinorésistance peut conduire à des maladies graves. Donc si vous êtes insulino-résistant, donc vous êtes en prédiabète, comme on vient de l'expliquer, vous pouvez, ça peut au bout de quelques années, 2-3 ans généralement, on peut vous dire entre 2 et 5 ans en général, vous pouvez justement devenir diabétique de type 2. L'autre aspect, donc c'est l'obésité, le surpoids, qui a toutes sortes de conséquences sur le corps, innombrables. Vous avez également un autre risque, c'est l'hypertension artérielle. Donc vous allez être obligé de prendre des médicaments pour pouvoir réguler la tension, donc votre tension. Ça aussi également, ça peut être un problème majeur, des maladies majeures qui peuvent être liées directement à l'insulinorésistance. Voilà. Et donc maintenant, nous allons parler également des facteurs de risque à l'insulinorésistance. Alors, donc, les facteurs de risque à l'insulinorésistance, c'est le surplus de poids, le manque d'activité sportive, une alimentation trop riche en sucre, de mauvaises habitudes alimentaires, et puis l'âge. Alors certains parlent également du sexe, donc a priori les hommes sont plus le risque de devenir insulino-résistants que les femmes. Voilà, donc ça c'est également des points très importants à prendre en compte, que sont ces facteurs-là. Alors nous allons achever cette présentation en parlant de la recommandation de l'OMS. Donc l'OMS qui recommande une consommation journalière maximale de 25 grammes de sucre pour un adulte. Alors il faut savoir que certains préconisent plutôt 50 grammes maximum. Voilà, donc sur ce genre d'indicateurs, évidemment, il y a encore sur le marché sur le marché, on va dire à travers le monde, il y a certaines recommandations qui diffèrent. Voilà. Mais bon, voilà, sachez qu'en général, l'OMS, j'ai préféré prendre les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande 25 grammes de sucre pour un adulte par jour. Alors, il faut savoir que la consommation moyenne en France se situe aux alentours de 95 grammes par jour, donc l'équivalent on va dire, ça fait 4 fois plus. Pour information, 25 grammes de sucre sont l'équivalent de 6 cuillerées de café, de sucre, ou l'équivalent de 6-7 morceaux de sucre. Donc les morceaux que vous connaissez, hein, voilà, les morceaux de sucre. Alors, donc là, pour finaliser, on va finir en disant que, pour vous donner quelques exemples, donc déjà, première chose, il faut retenir que ce sont les sucres rapides qui font le plus de dégâts. Okay. Ce qu'on appelle les sucres lents, vous savez, ce sont les pâtes, le riz, le pain, la farine. Dans la pizza, vous avez beaucoup de farine, donc voilà, la pizza en fait partie. Désolé pour les grands amateurs. Et là, pour vous donner quelques exemples, donc un verre de jus de fruits correspond à 25 grammes. Voilà, donc vous devriez vous en tenir, théoriquement, si on s'en tient à l'OMS,
un verre de jus de fruits que vous trouvez, c'est largement suffisant pour combler vos besoins en une journée en sucre. Une canette de Coca-Cola de 33 centilitres, pardon, 33 centilitres contient 28 grammes, donc là vous êtes déjà un peu au-dessus. Un pot de yaourt normal aux fruits contient 15 grammes. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura un peu plus éclairé sur le régime cétogène. L'idée, véritablement, c'est que vous puissiez comprendre, déjà, il faut retenir une chose fondamentale, c'est que si vous êtes en prédiabète, la bonne nouvelle, c'est que c'est totalement réversible. Donc, tout simplement, vous pouvez récupérer, vous pouvez sortir de cette zone dangereuse qui peut vous conduire directement au diabète en l'espace de quelques années. Donc, il s'agit de changer ses habitudes. Et l'idée véritablement de cette chaîne est de pouvoir vous aider justement à parler de ce concept de changer les habitudes et pas de rentrer dans les termes techniques ou de proposer des recettes, etc. que vous pouvez trouver sur d'autres chaînes. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette présentation vous aura apporté, cette vidéo, pardon, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Donc, votre corps est un temple. Prenez soin de votre santé. Voilà. Et puis, à bientôt. Merci.